Réanimation, anesthésie, chirurgie d'urgence, voilà des moyens actuels de sauver la vie quand elle est brusquement menacée. L'accident de la route, l'accident du travail, la violence, l'asphyxie, la noyade, l'incendie, la défaillance cardiaque ou nerveuse, etc. Tout cela marque la fragilité de l'homme dans son rapport avec l'environnement. L'imprudence, ce qu'on appelle le destin aussi, peuvent créer subitement une situation qui menace la vie. L'Orient aurait tendance à considérer que l'heure était inscrite sur les tablettes de jade, mais l'Occident, lui, va entreprendre de lutter pour sauver, pour prolonger la vie. C'est une question de culture et d'éthique que nous ne ferons peut-être qu'effleurer ici. Mais en approchant mieux le fonctionnement du corps humain, on comprend aussi le surgissement possible de certaines pathologies qui, elles, sont dues à des comportements inadéquats. Et par ailleurs, l'homme, cette machine molle, pour emprunter une image aux anglo-saxons, cette machine molle est vulnérable aux chocs physiques graves, aux traumatismes qu'ils mettent brutalement en péril. Alors il faut agir vite, c'est l'urgence. Oui, je suis toujours surpris par l'extraordinaire fragilité de l'homme devant les traumatismes et en même temps la puissance de régénération que comporte l'organisme. Et c'est effectivement, nous sommes habités par une vie qui est fragile, qui est menacée, mais qui est tenace. Et ceci, on en a la preuve dans certains accidents. Les plus fréquents sont les accidents traumatiques. Et les accidents traumatiques liés au travail, il y a plus de 1500 morts par an sur les lieux du travail. Les accidents de maison sont dénombrés depuis peu de temps et on sait qu'ils sont extrêmement dangereux. Les prises de courant, le gaz, l'électricité peuvent être tout à fait dramatiquement cause d'accidents et on estime le nombre de morts par des traumatismes dans la vie quotidienne de maison à environ 12 000, presque autant que d'accidents de la route dans les dernières statistiques de l'INSERM. Il peut y avoir des accidents de la route, ceux-là sont épouvantables, et il peut y avoir des accidents à la suite de la rencontre des agents physiques, l'asphyxie, l'intoxication par l'oxyde de carbone à la suite d'un réchauffe-eau d'un chauffeur d'eau mal réglé est une extrême banalité. Il faut intervenir très vite par des moyens puissants et apporter de l'oxygène en très grosse quantité. Les noyades, les accidents de plongée peuvent être dramatiques, les accidents dus au soleil, les insolations, les irradiations par les ultraviolets, les anomalies dues aux rayons X, comme on a pu le craindre pendant un moment à Tchernobyl, par exemple, l'électrocution, les incendies constituent autant de circonstances qui sont immédiatement menaçantes pour la vie. Et dans ces cas-là, le premier rôle du secouriste arrivant sur les lieux, qui peut être simplement le voisin, qui peut être celui qui assiste à un accident de la route, c'est de ne pas créer de lésions supplémentaires, de laisser le sujet dans la position où il est, de le mettre en situation à la rigueur sur le côté droit et de ne pas bouger trop violemment son rachis, puis de veiller à ce que la liberté des voies respiratoires soit préservée. C'est là qu'est fondamentale la liberté des voies respiratoires. Ensuite, on verra pour le reste. Mais lorsque les SAMU arrivent, actuellement en France, c'est admirablement organisé. Dans un délai très très bref, on voit arriver des secours importants. Et lorsque les SAMU arrivent, ils vont pouvoir observer ce malade, ils vont assurer la sécurité des voies aériennes, veiller à ce que la circulation ne soit pas trop perturbée, compenser une hémorragie si elle existe, mettre en place un matelas coquille ou des attelles pour éviter que le corps ne se déforme, et on transportera le malade au plus vite dans un centre spécialisé. En effet, cet inventaire que va faire le médecin sur place est assez limité. On peut constater qu'il y a un traumatisme d'une jambe et que le reste est épargné. Qu'au contraire, il s'agit d'un polytraumatisé avec une contusion de l'abdomen, avec le crâne lésé. On s'assurera que le malade est conscient ou non et l'on vérifiera s'il n'y a pas eu une intoxication qui explique ce traumatisme ou une maladie antérieure, intoxication par certains produits retrouvés dans la profession ou retrouvés dans une intoxication volontaire. On voit parfois des malades qui ingèrent des doses énormes de produits. Et ces circonstances étant des circonstances individuelles,
tout ce qui concerne la médecine dite de catastrophe, celle qui résulte des tremblements de terre, des raz-de-marée, des éruptions de volcans, des pluies excessives, comme on l'a pu le constater à Nîmes récemment, ou de circonstances de guerre, réalise quelque chose de bien différent pour lequel les formations militaires sont préparées à intervenir. Mais il y a là indiscutablement des risques dramatiques qu'on a vu. C'est faire la liste de tous les malheurs qui menacent l'humanité, en allant vers le côté des gaz asphyxiants qui ont été utilisés récemment dans la guerre Iran-Irak. Donc il y a toute une série de phénomènes qui sont dramatiques et dans le cas de dommages physiques très importants, la première visite est celle du chirurgien. Lorsque le blessé est amené chez le chirurgien, eh bien il trouve, heureusement pour lui, les anesthésistes qui ont depuis longtemps abandonné la vertu dormitive de l'opium qui servait durant les campagnes de Napoléon mêlée à l'alcool. Et depuis que Crawford a établi que et avec Horace Wells, que le protoxyde d'azote était un merveilleux médicament qui supprimait la douleur et supprimait momentanément la conscience, on a fait de très grands progrès, le plus intéressant étant les anesthésies en circuit fermé qui apportent des produits en très faible quantité qui permettent aux malades de respirer ce qu'il faut. Les anesthésies locales sont moins utilisées, mais depuis que la cocaïne a été découverte en 1884 à partir de la coca, depuis que Ernest Fourneau a réalisé la stovaïne et qu'on a créé les dérivés barbituriques comme le Véronal depuis 1903, on a toute une série de produits qui sont admirables, qui réalisent une analgésie, une perte de connaissance, une suppression de la douleur et qui permettent de maintenir l'organisme en dehors de lui-même pendant que le chirurgien procédera aux réparations. La réparation chirurgicale est une réparation difficile qui doit être conduite en atmosphère stérile, qui doit être extrêmement rigoureuse et qui permet actuellement des prodiges de réparation dans les fractures, aussi bien des os, des membres que des vertèbres et que parfois du crâne. Eh bien, dans tous ces domaines, l'anesthésie et la chirurgie ne sont pas séparables de la réanimation qui est maintenant intervenue. Alors en effet, lorsque on a défini la stratégie et puis qu'on est intervenu, les chirurgies d'urgence présentent sans doute plus de risques que les chirurgies qu'on fait après, quand il n'y a pas l'urgence, c'est-à-dire quand on peut décider du moment opportun, etc. De même que l'anesthésie est ce que vous dites, soulageante, mais on sait qu'il y a aussi des accidents qui sont dus à cette pratique. Bon, cela dit, dans tous les cas, que ce soit des traumatismes ou que ce soit des accidents aussi, comme par exemple un infarctus ou des choses de cet ordre, il y a une situation, vous venez d'ailleurs d'y faire allusion, qui est indépassable, c'est la salle de réanimation, c'est-à-dire les techniques de réanimation. Les techniques de réanimation sont le fruit de la médecine moderne et elles ont à leur actif des guérisons qui étaient totalement inespérées. Il est sûr que la chirurgie d'urgence est une chirurgie à très grand risque et souvent la maîtrise des chirurgiens fait penser qu'ils domineront toutes les situations, ce qui n'est pas toujours le cas. Il en est de même pour l'anesthésie. On enregistre un pourcentage de décès dus à l'anesthésie qui n'est pas négligeable, qu'on s'efforce de réduire en améliorant les conditions de sécurité, en améliorant les conditions de surveillance post-opératoire. Mais dans la chirurgie d'urgence, en général, l'état est tellement dramatique que ce n'est pas l'anesthésie qui est la première en cause dans ces cas-là. Les nouvelles techniques d'anesthésie sont toujours à l'essai, elles sont expérimentées, elles sont vues avec beaucoup de minutie. Il y a là sûrement une exigence de qualité des personnels, des matériels et des locaux qui est fondamentale si l'on veut maintenir une médecine de qualité. La réanimation fait partie du même domaine. Elle fait partie d'une médecine hautement spécifique qui nécessite des équipements considérables et qui nécessite des personnels hautement qualifiés. Il faut surveiller ces malades qui sont en réanimation. On peut dire de minute en minute. Il peut arriver à tout incident une tachycardie ventriculaire paroxystique, il peut arriver un incident d'asphyxie, il peut arriver des convulsions. Vraiment, le trajet du malade en réanimation est un trajet qui est plein d'embûches. À tout instant peut survenir un arrêt cardiaque.
qui va nécessiter un choc électrique, une surveillance du rythme, des massages. Donc le malade sera surveillé en permanence par un contrôleur de son rythme cardiaque, un électrocardiogramme continu. Il peut arriver un accident asphyxique brutal, un édème aigu, une embolie, un pneumothorax, un asthme, un corps étranger. Au cours des phénomènes comme la poliomyélite et au cours des maladies nerveuses, le centre respiratoire lui-même est atteint. Et on est amené à mettre en œuvre ce qui est la réanimation respiratoire par des ventilateurs électriques spécialement équipés, greffés sur la trachée du malade, qui peut respirer à ce moment-là au rythme de l'appareil et a parfois des difficultés à s'adapter. Dès qu'on installe ces dispositifs, une surveillance de tous les instants est nécessaire. Et il est nécessaire qu'il y ait une infirmière pour 4 malades au plus en réanimation et en permanence un médecin à l'étage même où se situe le débat qui puisse intervenir à tout instant, car vraiment la situation est dangereuse. Les phénomènes d'hémorragie et de perte brutale de sang sont compensés, eux, par le contrôle de l'hémostase, l'apport de dérivés sanguins ou de dérivés plasmatiques qui maintient la masse sanguine efficace et qui permet de réguler et de contrôler le rythme cardiaque. Et puis, il y a le contrôle des émonctoires. Quand ce malade est mis en surveillance continue, qu'il reçoit des perfusions, qu'il reçoit des antibiotiques parfois lorsqu'il est en réanimation pour une maladie infectieuse ou pour une intoxication, et lorsque ce malade est sous surveillance, il faut contrôler les émonctoires, il faut savoir exactement combien il émet d'urine, combien il émet de sel, s'il a de la diarrhée. Au cours de certains cas, il faut surveiller s'il ne réalise pas des hémorragies digestives ou autres, si son état de conscience demeure satisfaisant. Tout cet armement nécessite une très grande prudence. Et si l'on a pu dire de façon humoriste qu'on avait mis à l'intérieur de nos misérables corps l'eau, les gaz et l'électricité pour les surveiller, il est certain que ces interventions de l'extérieur doivent être conduites avec une minutie de tous les instants. Ceci légitime la rigueur avec laquelle les services de réanimation sont interdits parfois aux visites, sont limités dans le temps. C'est vraiment une médecine très dramatique et qui à tout instant peut amener une décompensation. Il y a donc là quelque chose qui est à l'égard des réanimateurs, on ne peut pas trop leur demander ce qui va arriver car ils n'en sont absolument pas maîtres et ils veillent au grain en permanence. Dans toutes les situations que vous venez de décrire, la plupart du temps, le malade est inconscient. C'est-à-dire qu'il est, comme on dit, à l'état de coma. Et il y a plusieurs types de coma, tout à fait évidemment. Et ça va d'un certain temps tout à fait plausible avec des appareils, etc., jusqu'à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Eh bien, le coma fait parfois partie des phénomènes dramatiques du premier ramassage. Le grand traumatisé qui est tombé et qui a eu un trauma crânien peut être totalement inconscient, inerte et insensible, ce qui définit une sorte de coma. Et ce qui est particulier à cette situation, c'est que dès cet instant, le sujet dépend totalement des secours qui lui seront apportés. Et le comateux est dans un état où il est à la merci de tous les incidents de la vie. Il ne peut absolument pas se protéger, il n'a plus aucune sensation, et le coma exprime tantôt une souffrance globale de l'ensemble cérébral qui assure le mécanisme de conscience, tantôt une lésion localisée. Et on a pu dire que, si vous voulez, la conscience semble un miroir d'eau, d'où tantôt le ciel, tantôt le fond viennent vers le spectateur. Souvent l'eau unie et accidentée, fait apparaître en foule des miroirs et des transparences, une inextricable image
d'images, disait Paul Valéry. Eh bien, ce mécanisme admirable est supprimé, le malade ne s'exprime plus, et l'on a pu définir des profondeurs de coma. Il y a des comas qui entraînent bien entendu la perte du langage, de l'audition, de la vision et des divers sens. Il y a des comas plus profonds qui entraînent la perte de motricité totale, avec perte de la motricité, des sensations, des mouvements des yeux et puis des comas encore plus graves qui vont mettre en jeu les fonctions vitales, dans lesquelles le pouls est déréglé, la température monte ou descend d'une façon tout à fait anormale, la tension artérielle est en grand danger et surtout le mécanisme respiratoire risque d'être altéré. On définit donc des profondeurs de coma et des échelles de coma qui sont maintenant très bien codifiées. Pour explorer ces comas, on redoute une lésion cérébrale. Si cette lésion cérébrale siège dans un lieu du cerveau, elle va se traduire par parfois une déviation conjuguée de la tête et des yeux dans un sens, parfois une plus grande mollesse d'un membre qui retombe plus lourdement sur le sol, parfois par des mouvements plus convulsifs d'un côté que de l'autre qui permettront d'orienter. Mais avant tout, lorsqu'existe un trauma crânien ou lorsqu'on redoute quelque chose de cérébral, il faudra recourir très vite à l'utilisation du scanner, qui actuellement, dans les traumas crâniens ou dans les maladies qui comportent un coma, est d'utilisation quotidienne, bienfaisante et salutaire et donne des renseignements qui sont irremplaçables. C'est ainsi que les scanners ont été grandement étendus et leur apport sur la pathologie cérébrale est très important. Bien, alors parmi tous ces comas, je dis ces comas parce qu'en effet, vous venez de le définir, il y a non seulement des niveaux, mais des types de comas différents. Ils peuvent être dus à des lésions cérébrales, mais dans certains cas, on trouve aussi des comas qui, me semble-t-il, ne comportent pas de lésions cérébrales, en tout cas pas évidentes. Et dans ces cas-là, on peut être amené à penser qu'il s'agit de comas en rapport avec des troubles du métabolisme qui font souffrir le cerveau. C'est ainsi que la suppression brusque d'une oxygénation suffisante peut déterminer des drames cérébraux. Lorsque le sujet diabétique a un taux de diabète qui monte de façon trop excessive et que son glucose dans le sang augmente, le cerveau souffrira et le malade aura ce qu'on appelle un coma diabétique. À l'inverse, s'il fait des injections d'insuline en trop forte quantité, il sera dans un coma en rapport avec l'hypoglycémie nécessaire au fonctionnement des centres de vigilance du tronc cérébral, et à partir du moment où la glycémie s'abaissera au-dessus de 0,40 g par litre environ, eh bien le sujet sera dans le coma de façon rapide. On peut avoir des comas en rapport avec la perte d'hormones thyroïdiennes et des comas myxédémateux dans lesquels le sujet s'assouplit de façon très progressive, surtout s'il est assez âgé. On peut avoir des comas en rapport avec la perte d'eau ou des comas toxiques qui vont être le fait de l'ingestion délibérée ou accidentelle d'un produit dangereux. Intoxication médicamenteuse de toutes sortes. Enfin, on aura des comas en rapport avec l'hypertension, avec certaines crises dans lesquelles le système nerveux est bouleversé par une décharge qu'on appelle épileptique. Et enfin, on aura des comas qui seront une sorte de perte de connaissance survenant chez des gens nerveux qui exprimera une sorte d'angoisse à l'égard de l'extérieur ou ce qu'on appellera une crise vagotonique ou lipothymique. Dans tous ces comas, la règle est régulière, une méthode est terrassée, et ces malades mis dans des bonnes conditions de surveillance de leur respiration, de leur pouls, de leur tension artérielle, doivent être surveillés de très près, et dès que la cause est déterminée, on peut aller très vite pour exercer une action salvatrice. Action salvatrice d'un côté, acharnement thérapeutique de l'autre, la dimension est très difficile. Et on peut dire que l'acharnement thérapeutique est une obstination qui, dans certains cas, est efficace et qui, dans un cas, ne réussit pas. Les lésions sont trop profondes, le malade est trop atteint, la dose de toxique a été trop importante et on ne peut pas rattraper ce malade qui arrive in extremis. On parlera alors à ce moment-là d'acharnement thérapeutique, mais il faut être très prudent dans cette terminologie car c'est pénaliser de façon indue des efforts qui, dans d'autres circonstances, sont extrêmement salvateurs. Alors, à l'inverse de ces sujets inconscients, immobiles, il y a une autre catégorie qui détermine des interventions d'urgence, ce sont les grands agités. Les grands agités, certains d'entre eux ne sont pas responsables de leur agitation. Et il faut d'abord parler des épilepsies dont je disais un mot tout à l'heure. Les épilepsies constituent un groupe de maladies tout à fait particulier. Certaines d'entre elles sont en rapport avec des lésions localisées du cerveau et peuvent révéler une tumeur ou un traumatisme. Mais la maladie épileptique est quelque chose de très spécial, qui peut survenir dans l'enfance avec des sortes d'absences au cours desquelles l'enfant
est un peu hors de lui-même, suspend un geste, reste le regard fixe ailleurs et peut passer pour un enfant distrait. Mais surtout, c'est au grand mal comicial qui surgissait au milieu des foires et comices et réalisait ces tableaux un peu dramatiques qu'on attribuait à un mal tout à fait spécial, qui était environné d'une certaine terreur magique. En effet, l'épileptique pousse un cri, tombe et tout à coup par terre, après une phase pendant laquelle il ne respire pas de cyanose, devient brusquement agité par des mouvements cloniques qui mettent en péril parfois ses os, parfois peuvent entraîner des fractures tant la tension musculaire est forte, puis une résolution et un grand instant de fatigue au terme duquel il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Là, il y a une maladie qui semble bien atteindre les structures profondes de l'axe cérébral et qui sont des crises dont le malade n'est pas responsable, qui sont spectaculairement améliorées par le Gardénal. Ces crises peuvent survenir chez l'alcoolique, elles peuvent survenir au cours des traumas, au cours d'infections, mais la grande maladie épileptique est vraiment une maladie assez curieuse. Très différentes sont les crises hystériques d'agitation, au cours desquelles à la sobriété de l'épilepsie s'oppose la richesse sémiologique de l'agitation hystérique, qui est de moins en moins fréquente, semble-t-il, et qui revêt des formes bien différentes de celles que Charcot, en 1890, avait montrées à la Salpêtrière lorsque Freud était venu le visiter. Les autres accès d'agitation sont des accès pour lesquels on ne trouve pas de lésion cérébrale à proprement parler, mais elles sont accompagnées par des phénomènes tout à fait particuliers qui mettent en jeu le secteur mental. Ces agitations peuvent survenir sous forme de bouffées délirantes ou de phénomènes brusques au cours desquels la perception, le jugement et les comportements sont gravement perturbés. Ces sujets sont habités par des images qu'ils sont les seuls à pouvoir décrire, qui sont parfois terrifiantes, qui sont parfois dramatiques, et on les voit être en proie à des hallucinations qui sont parfois terrifiantes. Il y a également des agitations au cours des accès maniaques. Au cours de l'accès maniaque, le sujet est volubile, a une grande activité, fait des jeux de mots de toutes sortes et doit être mis à l'abri de lui-même, car il risque, à l'occasion de l'un de ses gestes, de faire des manifestations inconsidérées, pour lui-même ou pour son entourage. Alors que le dépressif aura tendance, le plus souvent, à être très vulnérable, et au cours de l'un des accès de dépression plus dramatique, il aura une agitation qui pourra l'amener au suicide, surtout lorsqu'il s'agit de mélancolique. Donc il faut être extrêmement prudent lorsqu'interviennent des phénomènes de l'ordre psychiatrique sans lésion particulière et qui sont apparentés à des troubles des médiateurs qui surviennent au cours des maladies mentales dont nous parlerons plus tard. Je vous propose d'aborder maintenant un autre domaine qu'on ne peut classer ni dans la psychiatrie ni dans la pathologie, et pourtant je veux parler des toxicomanies. Comment aborder les toxicomanies et quelle est dans ce domaine la place de la médecine ? Le phénomène des toxicomanies est dramatique. L'alcool est facteur d'agitation qui peuvent aller jusqu'au crime ou à des violences extraordinaires. Il est responsable d'une grande partie des accidents de la route. Il détermine des maladies mentales alcooliques avec atrophie du cerveau. On sait combien il est dangereux, mais en ce qui concerne les agitations de l'homme ivre, on sait combien il est hors de lui-même et combien il ne sent pas les chocs, combien il ne sait pas quelle est sa force à ces moments-là et combien il peut être dans un état qui le met dans un état de responsabilité difficile à chiffrer du point de vue juridique. Les opiacés réalisent actuellement des états d'agitation, soit par excès, soit par manque. Et c'est au cours de ces états où le sujet s'administre de l'héroïne en intraveineuse qu'on peut voir les agitations et les brusques morts subites qui interviennent. Et puis il y a toutes sortes d'autres toxiques utilisés dans ces pays et dans d'autres qui peuvent entraîner soit des accès d'agitation, soit des états délirants qui sont particulièrement dramatiques. Il y a aussi quelque chose qui est dramatique, c'est le suicide. Du point de vue de la médecine, est-ce qu'on peut parler d'une pathologie du suicide ? Le suicide est toujours un acte pathologique qui n'est pas forcément révélateur d'une maladie mentale invétérée ou durable,
mais qui est tout de même quelque chose de très dramatique. Des personnes qui se suicident, les unes se font violence, les autres cèdent à elles-mêmes et semblent obéir à je ne sais quelle fatale courbure de leur destinée. D'autres encore répugnent à la vieillesse, à la déchéance, et se sont fait de leur liberté une idée si absolue et si jalouse qu'ils ne veulent pas laisser au hasard des événements et des vicissitudes organiques la disposition de leur mort. Ce texte résume la situation qu'on a devant les suicidants. Car lorsque le suicide est réalisé, c'est hélas définitif et c'est dramatique, car ça atteint souvent un adulte jeune, souvent un enfant. On a vu augmenter les suicides d'adolescents récemment et on sait qu'en France, il y a environ 150 à 200 000 suicides qui ne sont pas tous dénombrés, qui sont des tentatives de suicide ou des flirts avec la mort, mais qui à tout instant peuvent s'interrompre. Le nombre de morts attribués au suicide en France est d'environ 12 à 15 000. Il semble en augmentation. Et on est devant ces cas dans un état très difficile. Tantôt, le suicide ne fait que parachever une maladie mentale qui était cachée, latente, un accès mélancolique, ou dans certains cas, c'est une sorte d'exploration des confins de la vie. Dans d'autres cas, c'est l'expression d'une insatisfaction. Et puis parfois, il y a des suicides qui sont des suicides par erreur, par distraction, ou par un moment de lassitude trop intense ou de solitude trop dramatique, à l'égard desquels il faut essayer de reconstituer un tissu social qui soit plus solidaire, qui donne à la fois un armement plus important au point de vue du soutien qu'on peut apporter aux gens et qui réalise un système éducatif. Les interdits sur le suicide qui ont toujours existé allaient de pair avec l'autorisation du suicide pour certains stoïciens. Actuellement, on est devant un problème qui est en évolution. Le médecin ne peut que baliser le terrain, dire que tous les suicides sont pathologiques, dire que certains sont révélateurs de maladies mentales, et puis que d'autres sont le fait de l'inadaptation actuelle, ou aux conditions sociales, ou aux conditions dramatiques de logement, de chômage, de nourriture, qui peuvent intervenir dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, et qui constituent un nouveau terrain sur lequel la médecine doit se porter avec attention pour essayer de définir des conditions de prévention, puisque les conditions de traitement des suicidants sont à peu près au point. Au total, dans tous ces états où la vie est mise en danger, on est devant une fragilité, une imprévisibilité, une médecine admirablement efficace, mais des moments difficiles, et face à la mort, on se trouvera devant tantôt des séquelles très graves qui pourront être mentales ou motrices, tantôt l'ouverture vers la convalescence avec des étapes successives et finalement tantôt un handicap, tantôt finalement tout guérira. On sait que dans les services de réanimation, les cas sont tellement graves qu'on estime à 1 sur 3 le nombre de malades qui meurent pendant son séjour. C'est dire qu'il y a là un progrès. 2 sur 3 en sortent vivants, c'est ceux dont il faut se féliciter, et savoir que la solidarité de la société qui se manifeste dans l'acte médical doit maintenant se prolonger dans une amélioration des conditions de prévention de ces désordres. Si vous avez envie de revenir sur certains aspects de ces entretiens, je vous signale qu'ils sont publiés aux éditions Belin sous ce même titre, 12 clés pour la médecine. Et le livre doit être en librairie ou s'il n'y est pas encore, il ne va pas tarder à y être.